لهنا تاع لونجسترمون هذه باش تونجستري لو كور تاعك هذه اللي تشتغل الهضره تاعي لو كور كامل ولا ما انتهاش يبدا معايا ها شوف درك اول حاجه واش دير راح تبارطاجي لو كور يدردك بارطاجيها ويجي سيليكسيونيه ودير بارطاجي شويه مستوى معك راك تعرف لا نورمال ها درك هك قاعدين يشوفوا في كل شيء هذه هي اللي قاعدين يشوفوا فيها هذه درك شوف الميكروفون يمشي لو بارطاج يمشي واش دير تروح تمد لا مان لي زيتيديون هاي لي بارتيسيبون باش يسمعوك ادميتر تو سي بون وتبدا تهضر شوف حبيبي درك كي دير لهم ادميتر تو اي اشاك فوا تجيك لهنا واحده تقول لك اوكي نحفظ لا في لا طاب داتون يبقى اوكي وين تجي تجيك تحت الخضره هذه يجيك بواد ديالوج تقول لك بلي انت من جماعه قاعدين يسمعوا مازال ما درتيهمش فورميسيون واش ندير بس عرفت انا عندي اتصال تاعي هو ما السلام عليكم. السلام عليكم. لا معناها هذه الحالة راكم تسمعوا فيا. دونك السلام عليكم. Docteur Boukarboua, votre enseignant d'aujourd'hui et le responsable du module de cardiologie. On va essayer d'améliorer la chose. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا خرج معنا. هذا مش فيه. جرب حاكم. هكذا ça va? Vous m'entendez? Allez, très bien. Donc, on va essayer de commencer la conférence ou bien le cours d'aujourd'hui. تخرج عند مكان ولا تخرج نورمال؟ ما كانش من حيال خلينا نصور من عليه. C'est bon, Hakim. بدينا. Donc, salam alaikum une autre fois. Donc, je suis Dr Boukarboua, responsable de votre module. Aujourd'hui, on va essayer de faire une initiation dans le module de cardiologie. On va essayer de faire l'observation médicale. Est-ce que vous m'entendez? Maman, elle vous entend. C'est bon. C'est bon, apparemment tout le monde entend, donc on va commencer tout de suite. Donc,
plein d'écran, c'est pas la peine. Donc, l'observation médicale, on va essayer de faire, on va parler de notre spécificité cardiologique. Donc, l'observation médicale en cardiologie, elle est différente par rapport aux autres. On a nos trucs spécifiques. Ça concerne surtout les facteurs de risque cardiovasculaire, les antécédents, les trucs qui peuvent provoquer, c'est-à-dire les situations qui exposent au risque cardiovasculaire, aux pathologies cardiovasculaires. L'observation médicale, comme dans tous les services, ça commence toujours par l'anamnèse qui contient l'état civil. En cardiologie, on a deux choses très importantes qui sont l'âge et le sexe. Pourquoi l'âge? Elle est importante dans l'observation, c'est-à-dire la première chose à voir, c'est l'âge, parce que la pathologie cardiaque, elle est variable en fonction de l'âge. On a des pathologies qui sont liées à, c'est-à-dire des pathologies de l'enfant, et on a des pathologies de sujet âgé. L'enfant, c'est les cardiopathies congénitales, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Et chez les adultes, on a l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. On a le sexe, l'homme, et aussi le sexe masculin, il est le plus exposé à la pathologie cardiaque. Pourquoi? C'est ça que la femme, elle est protégée par ses hormones oestrogéniques, c'est-à-dire les hormones oestrogènes, ils ont une action anti-athérosclérose. La pathologie cardiaque, dans l'observation médicale, il y a autre chose à rechercher, c'est les antécédents. Avant de parler des antécédents, on met dans l'observation médicale, on cherche le motif de consultation. Donc, le motif de consultation, généralement, on a 4 signes fonctionnels qui obligent ou bien qui orientent le malade vers une consultation cardiologique spécialisée. La pathologie cardiaque, donc le motif de consultation, c'est un signe fonctionnel, c'est-à-dire qui oblige le malade à se présenter chez le cardiologue. En cardiologie, on a 4 signes fonctionnels essentiels, ou bien cardinaux. On a la douleur thoracique, on a la dyspnée, et on a la syncope et les palpitations. Les signes fonctionnels. Donc, les signes fonctionnels, donc la douleur thoracique, etc. Donc, après, le motif de ce signe fonctionnel devrait être détaillé, donc la descriptif, c'est-à-dire qu'il faut donner son caractère sémiologique qui peuvent nous orienter vers une pathologie spécifique. Après le motif de consultation, généralement qui est un symptôme, on va passer rapidement dans notre interrogatoire vers la recherche des antécédents personnels. En cardiologie, donc les antécédents personnels, ils ont une grande valeur dans votre stratégie diagnostique, permettent de vous orienter vers la pathologie présentée par le malade. Qu'est-ce qu'on cherche dans les antécédents? On cherche la notion de pathologie pulmonaire. On sait très bien que le cœur et les poumons sont interliés. L'atteinte de l'un provoque l'atteinte de l'autre. Si on a une bronchopneumopathie avec le long, on peut avoir un retentissement cardiaque, on va avoir ce qu'on appelle le cœur pulmonaire chronique.
Oui, vous m'entendez toujours? Vous pouvez me donner une réponse? Oui. Très bien, très bien, très bien. Donc, on va continuer. Je suis en train de discuter avec le responsable de l'administration. L'observation médicale, on est au stade des antécédents. C'est très important, ces antécédents, parce que ça peut nous orienter dans notre diagnostic. Les antécédents cherchent une pathologie pulmonaire, comme je viens de vous dire que la pathologie pulmonaire, ça provoque avec le temps ce qu'on appelle le cœur pulmonaire chronique, avec l'insuffisance cardiaque droite, avec des signes en faveur de cette pathologie. On cherche aussi la notion d'asthme. L'asthme, comme vous savez très bien, vous savez, je crois, vous savez que l'asthme, ça contre-indique l'utilisation d'une famille de médicaments qui sont très importants en cardiologie, qu'on l'utilise dans presque toute la pathologie cardiaque, les bêta-bloquants. On va étudier ce cours cet après-midi. Les bêta-bloquants, c'est une famille qui est indiquée presque dans toute la pathologie cardiaque, dans l'HTA, dans l'infarctus du myocarde, dans l'angine de poitrine, dans les troubles de rythme et tachycardie. Donc, on cherche toujours cette notion d'asthme. Si le patient présente un asthme, il ne faut pas donner de bêta-bloquant parce que ça provoque une aggravation, voire le décès de votre patient. On cherche aussi la notion de néphropathie. C'est le patient suit en service de néphrologie parce que le rein, vous savez très bien, le rein est le responsable de la régulation de la pression artérielle. C'est une cause d'HTA. Et l'HTA, ça peut provoquer avec le temps l'insuffisance rénale. Il y a une corrélation cause-conséquence entre ces deux situations pathologiques. Si vous avez votre patient, c'est un enfant, il faut poser cette question. Est-ce qu'il a des angines à répétition? Ça nous oriente vers une pathologie que vous la connaissez tout le monde. C'est le RA. Le RA, c'est une pathologie qui vient dans les suites des angines à répétition mal traitées ou bien mal prises en charge. Le RA, c'est une pathologie qu'on peut appeler maladie de système parce qu'elle touche plusieurs organes, le cœur, les articulations, le rein, et voire même le système nerveux central. On cherche aussi dans les antécédents cette notion de goitre ou bien pathologie thyroïdienne. La thyroïde, c'est un organe ou bien c'est une glande. En cas d'anomalie de cette glande, on peut avoir des troubles de rythme. Dans le trouble de rythme le plus fréquent, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, devant toute fibrillation auriculaire, il faut rechercher une anomalie de la glande thyroïde. Après les antécédents personnels, on passe rapidement. On cherche les antécédents familiaux. Pourquoi la pathologie, les antécédents familiaux? Pourquoi? Parce que la pathologie cardiaque, elle est héréditaire. On suspecte cette hérédité, surtout si on a dans la famille, c'est-à-dire chez un parent de premier degré, on cherche, c'est-à-dire si vous avez un parent, un père, mère, frère, cela fait un problème cardiaque à âge précoce. C'est-à-dire avant que cela fait un infarctus avant l'âge de 55 ans pour le sexe des parents de sexe masculin, ou bien c'est à la fête si vous avez des parents, et mère ou bien une sœur, elle a fait un infarctus avant l'âge de 65 ans, ou bien un AVC dans les parents de premier degré, c'est-à-dire un AVC à âge précoce. Devant cette situation, il faut suspecter l'hérédité cardiovasculaire et on cherche un facteur déclenchant ou bien un facteur favorisant cette situation cardiovasculaire. Généralement, c'est des hypercholestérolémies familiales. L'HTA aussi, c'est héréditaire. La mère, ça peut transmettre. On sait très bien que l'HTA, c'est une pathologie qui est transmise par génétique. Il y a des gens qui sont responsables à provoquer cette pathologie. Le diabète, c'est héréditaire. C'est héréditaire. Donc, si vous avez un père ou bien un parent de premier degré qui a un diabète, il faut faire attention. Il faut faire toujours des tests de dépistage à la recherche de cette situation pathologique. Toujours dans l'interrogatoire, on cherche aussi le mode de vie de votre patient. Est-ce qu'il est tabagique? Est-ce qu'il est sédentaire? Est-ce qu'il est actif? Il est non? Parce que ces situations, ça expose à la pathologie cardiovasculaire. On pose aussi une question, on cherche, est-ce que le patient il est sous certains traitements qui peuvent provoquer
à une pathologie cardiovasculaire. Par exemple, une femme, si elle est sous ostropogestative, elle risque de faire ce qu'on appelle la maladie veineuse thromboembolique. Après les antécédents familiaux personnels, on cherche donc dans votre observation médicale doit figurer un chapitre très important, c'est le chapitre des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est des situations, ce ne sont pas des maladies, ce sont des situations, on peut dire, qui exposent ou bien qui provoquent l'apparition de la pathologie cardiovasculaire. Ils sont plus nocifs, surtout s'ils sont associés. S'il y a une association de ces facteurs de risque cardiovasculaire, ils ont une action, on peut dire, c'est-à-dire cumulative. Les facteurs de risque cardiovasculaire, on a l'hypertension artérielle. Tout le monde sait que c'est quoi l'hypertension artérielle. C'est une élévation des chiffres de la pression artérielle supérieure à 14,9. La définition, c'est 14,9. Le sexe masculin, c'est un facteur de risque, on peut dire. Avoir une pathologie, l'âge, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire à partir chez la femme après de 60 ans et un homme plus de 50 ans, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire il est exposé à faire la pathologie cardiovasculaire. Le tabagisme, le tabac, ça expose, le tabac, ça expose à l'infarctus du myocarde. Il faut toujours rechercher cette notion bien, de tabagisme. Les dyslipidémies aussi, surtout s'il y a cette histoire de hypercholestérolémie familiale. Si vous avez un parent, si votre patient a un parent, si elle a fait un infarctus à âge précoce, il faut rechercher cette hypercholestérolémie familiale. Le diabète sucré, c'est un facteur de risque. Si votre patient ou bien votre malade de service a un diabète sucré, généralement, s'il est au service de cardiologie, c'est parce qu'elle a ce diabète qui a provoqué cet infarctus du myocarde. On cherche aussi, là, on a dit ça dans l'observation, dans les antécédents, on cherche cette notion d'hérédité cardiovasculaire. L'hérédité cardiovasculaire. L'hérédité cardiovasculaire, c'est avoir un parent, c'est votre patient, un parent de premier degré qui a fait un infarctus ou bien un AVC à âge moins de 55 ans pour l'homme, moins de 65 ans, c'est les femmes. Les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est qu'on a deux types. On a modifiables, qu'on peut les corriger, qu'on peut les traiter. C'est l'HTA. On peut traiter l'HTA par le régime, par le régime éposodé, par l'activité physique. On peut corriger le tabac. Le tabac, c'est par le sevrage. Le tabac dans ses deux formes, actif ou bien passif. Le diabète, on peut le corriger par le régime hypocalorique, par l'activité sportive ou bien par le traitement antidiabétique. Il peut aller jusqu'à l'insulinothérapie. Le stress, on peut le juguler par du sport ou bien par des médicaments anti-stress. La sédentarité, c'est quoi la sédentarité? C'est l'absence de mouvement. Si le patient est tout le temps assis. Ça, on appelle ça sédentarité. Ce n'est pas un patient qui n'est pas sportif, mais c'est un patient qui ne bouge pas. C'est tout le temps assis à cause de son travail ou bien à cause d'une infirmité, c'est-à-dire c'est un handicap. D'ailleurs, on conseille les gens de bouger chaque heure. Chaque heure, il vaut mieux faire du mouvement, au moins de 2-3 minutes, pour éviter cette situation pathologique qui est la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi? C'est pas ne pas faire de sport, c'est des patients qui font du sport mais qui ne bougent pas. Ils peuvent faire 4 heures de temps sur son chaise, en train de réviser ou bien de faire son travail. Donc, non, c'est pour éviter cette sédentarité, il faut bouger chaque heure de temps et faire des mouvements pour éviter ce facteur de risque, sédentarité. Un patient sédentaire, c'est un patient qui peut être sportif, mais qui peut ne pas bouger pendant 4 heures de temps, malgré qu'il fait sa demi-heure ou bien c'est 1 heure de temps de sport, fin de journée ou bien début de journée. C'est rien à voir avec le sport, ça, la sédentarité, c'est rester sans bouger pendant plusieurs 2-3 heures par jour. Le cholestérol, c'est l'élévation le cholestérol. Vous savez très bien qu'il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est le HDL,
Et le mauvais, c'est le LDL. C'est l'élévation surtout de ce mauvais au cholestérol qui expose à la pathologie cardiovasculaire. Les facteurs de risque, deuxième forme, ou bien deuxième type, c'est les facteurs de risque. C'est des facteurs de risque modifiables. C'est quoi modifiable? Non modifiables, qu'on ne peut pas les corriger. L'hérédité, on ne peut pas changer nos gènes, on ne peut pas changer son âge. Ah, on ne peut pas changer nos actes. Ah, on ne peut pas changer. Alors, donc, les facteurs de risque qu'on a dit qu'il y a modifiables, non modifiables. On passe rapidement vers les motifs de consultation qui sont les symptômes. Symptômes, en cardiologie, on a 4 symptômes cardinaux en cardiologie, c'est-à-dire les pathologies cardiaques s'expriment par ces 4 symptômes. Le premier symptôme qui est la douleur thoracique, c'est le signe fonctionnel le plus important. C'est le signe fonctionnel le plus important, la douleur thoracique. Si vous connaissez la douleur thoracique, vous pouvez poser le diagnostic dans 50% des cas, parce que 50% des motifs de consultation, c'est la douleur thoracique. Ce sont des patients qui se présentent aux urgences ou bien à la consultation cardiologique pour une prise en charge d'une douleur thoracique. Il est important de connaître le caractère sémiologique parce qu'il permet de nous orienter vers la pathologie ou bien la cause de cette douleur thoracique. En cardio, donc, on a 5 à 6 pathologies qui sont par ordre de fréquence qui peuvent provoquer une douleur thoracique. On a l'infarctus du myocarde et l'insuffisance, ça rentre dans l'insuffisance coronaire. L'infarctus du myocarde ou bien l'angor, c'est la forme chronique de l'insuffisance coronaire. Ce sont des patients qui ont une douleur thoracique à l'effort. L'angor, ça nécessite pas l'hospitalisation, c'est une pathologie chronique. L'inverse, l'infarctus du myocarde, c'est le syndrome coronarien aigu qui nécessite une hospitalisation parce que ça peut exposer à l'arrêt cardiaque et la mort, le décès de votre patient. La deuxième cause de cette douleur thoracique, on a la péricardite. La péricardite, c'est l'inflammation de péricarde, on va voir par la suite. L'embolie pulmonaire, la dissection de l'aorte et certains troubles de rythme peuvent exposer à la douleur thoracique. Bien, peuvent être responsables d'une douleur thoracique. Donc, on va traiter le chapitre douleur thoracique. Donc, on a dit que la douleur thoracique, la première cause, c'est l'insuffisance coronaire. La première cause, c'est l'insuffisance coronaire. On a deux formes. On a la forme de votre gauche, c'est le l'angor, qui est généralement la cause, c'est une sténose coronarienne. À l'inverse, l'infarctus du myocarde, c'est une obstruction de l'artère coronaire qui est responsable de cette pathologie. Donc, le mécanisme de douleur thoracique, c'est une ischémie myocardique, c'est-à-dire c'est un défaut de perfusion. C'est un défaut de perfusion qui est généralement en rapport avec, qui est provoqué par un effort. Ça, on va rentrer dans le caractère sémiologique de la douleur de l'angine de poitrine d'effort, qui est donc à la différence avec l'infarctus du myocarde. Cette douleur, cette angine de poitrine, donc, c'est une douleur thoracique à irradiation au membre supérieur gauche. C'est une douleur déclenchée par l'effort, soulagée par l'arrêt de l'effort. C'est une douleur qui peut être écourtée en durée par la prise d'une substance miraculeuse. C'est la trinitrine sublinguale. Si elle entraîne une sédation de cette douleur, ça confirme qu'on est devant une angine de poitrine. La deuxième cause dans l'insuffisance coronaire de la douleur thoracique, c'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, ça expose, ça provoque une douleur thoracique, ça ressemble à la longueur d'effort, mais elle est plus intense. Elle est plus intense. L'infarctus, c'est une occlusion complète de l'artère coronaire. Par rapport à la longueur, c'est une douleur plus intense, plus diffuse. C'est une douleur qui dure plus longtemps, et c'est une douleur de repos. Et elle ne répond pas aux dérivés nitrés. Généralement, il faut donner des dérivés plus forts pour traiter cette douleur. On donne les dérivés morphiniques. La douleur angineuse, infarctus ou bien angor, c'est une douleur qui a ses caractéristiques constrictives. Pour l'infarctus, elle est prolongée. C'est une douleur très nitro-résistante.
C'est une douleur désignée par la main, à la différence de la douleur psychogène, qui c'est une douleur qui est désignée par le doigt. Donc, le caractère désigné par la main, c'est la douleur large. Le caractère large de la douleur, c'est en faveur de l'infarctus du myocarde. La péricardite, ça expose. C'est une cause de douleur thoracique. C'est une douleur qui vient en cas de péricardite. Ah, c'est une douleur qui ressemble à l'angine de poitrine. Le caractère, les variabilités de cette douleur avec les mouvements respiratoires, c'est-à-dire l'exagération par l'inspiration, ça nous oriente vers la péricardite. La péricardite, c'est une douleur aussi qui répond très bien aux anti-inflammatoires, qui ne répond pas aux dérivinitéries. L'embolie pulmonaire, on suspecte cette pathologie, surtout sur un patient qui présente des facteurs de risque d'accident thromboembolique, c'est-à-dire qu'il est exposé à faire de l'embolie pulmonaire. Quels sont ces patients? Ce sont des patients qui sont alités, ce sont des patients qui sont tout le temps alités à cause d'une pathologie, à cause de... c'est une complication de décubitus. Autre cause de douleur thoracique, la dissection de l'aorte, la déchirure de l'aorte. Elle vient chez un patient hypertendu. On suspecte cette pathologie si on a une dissection de l'aorte. On suspecte cette pathologie si on a une asymétrie tensionnelle à l'examen clinique. Si on constate un souffle suite à un élargissement ou bien suite à un défaut de coaptation de valve aortique, c'est une douleur à irradiation dorsale. Le caractère migratif, c'est irradiation dans le dos, ça nous oriente vers cette situation pathologique, vers la dissection de l'aorte. Les arythmies, les hexasystoles ventriculaires peuvent entraîner une douleur thoracique. La conduite à tenir devant une douleur thoracique, il faut allonger le malade, rechercher des signes de gravité qui peuvent, c'est-à-dire entraîner une prise en charge rapide de ce patient. Devant une douleur thoracique, ne pas oublier de faire un électrocardiogramme, c'est très important, afin d'infirmer ou bien confirmer un infarctus du myocarde. Il faut rechercher des signes de gravité, des signes de choc, de marbrure, etc., qui est déjà peuvent nous dire que le patient est en état qui peuvent mourir à cause par exemple, par un infarctus du myocarde. Je vous m'excusez, je ne peux pas vous répondre sur vos questions parce que le TD est un petit peu lent, donc on va essayer de continuer. La dyspnée, c'est le deuxième signe fonctionnel. La dyspnée, on partage ce symptôme avec nos confrères des pneumologues. La dyspnée en fonction de la gravité, donc on a 4 stades. Stade 1, stade 2 en fonction de la gravité. Stade 1, c'est une dyspnée pour les efforts inhabituels. Stade 4, c'est une dyspnée de repos. Donc la forme spécifique typique de la dyspnée cardiaque, c'est l'OAP, l'œdème aigu du poumon. C'est une cause de dyspnée aiguë. C'est une dyspnée qui vient chez le patient le soir surtout. Elle traduit une insuffisance cardiaque gauche. C'est une urgence cardiologique type qui nécessite une hospitalisation et une oxygénothérapie, de donner des médicaments, des drogues, comme l'Azilix, tout le monde connaît cette molécule, qui a un rôle important dans la prise en charge des OAP, à côté de l'oxygénothérapie. Après la dyspnée, donc on a le syncope. Syncope aussi, c'est un motif de consultation en cardiologie. Elle traduit une perte de connaissance suite à un défaut de perfusion cérébrale, généralement d'origine cardiaque. Syncope, on a là une forme mineure de syncope, on l'appelle l'hypothymie. C'est une perte de connaissance moins importante, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de connaissance, mais quand même on a une petite baisse de la vigilance. Les causes de syncope, l'hypothymie, on a les causes vasculaires, l'hypotension, la douleur, le syncope vasovagal, on a les causes cardiaques, les bradycardies, surtout les bradycardies avec le BAV. On a les causes du syncope, des percolations et des épilepsies. Le diagnostic est confirmé par un EEG, un électroencéphalogramme. Docteur. Métabolique aussi, ça peut provoquer le syncope, l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est une cause du syncope.
Les causes psychiatriques, ça dépend. Docteur, s'il vous plaît. Oui, Il n'y a plus de diapo. Docteur, oui, je vous Docteur, on entends. n'a plus d'image. Oui, On n'a plus d'image. le L'image diapo n'apparaît a plus. disparu, monsieur. le diapo, quoi que je vais. On n'arrive Elle est pas à voir disparue, le y a pas- diapo. Il n'y a pas de diapo? Oui. Oui, c'est le diapo. Je ne sais pas comment je peux faire. Et maintenant? C'est bon? Non plus. C'est bon? جاية في الطريق كومونسي à partager l'écran. Ah, c'est bon. On m'excuse pour aujourd'hui, c'est le premier cours, donc c'est mon premier C'est contact pas avec grave. vous. Heureusement, c'est un TD. Hein, heureusement, c'est un TD. On va essayer d'améliorer la chose tout à l'heure ou bien cet après-midi. Hein, même l'ingénieur n'est pas avec moi. Est-ce que vous recevez l'image? Oui, c'est réglé. Très bien. Donc, on est dans syncope et l'hypothymie. Donc, les causes de syncope, on a dit il y a les causes vasculaires, cardiaques, neurologiques, métaboliques, l'hypoglycémie, psychiques ou bien psychiatriques. Et on a les causes toxiques, la prise de certaines substances hallucinogènes, drogue, hashish. Ça peut exposer surtout sur le sujet jeune, c'est-à-dire le suspecté surtout si un jeune ou un adolescent, ça peut exposer aux syncope. Donc, la prise en charge des syncopes, ça nécessite c'est une urgence. La première chose devant une syncope, il faut prendre le pouls à la recherche d'une bradycardie. Généralement, le BAV, c'est la première cause, surtout si un sujet âgé. Devant une syncope, il faut doser, ou bien il faut prélever, faire une glycémie, une calcémie, qui peut être l'origine de ce syncope. Après le syncope, donc on a terminé par les signes fonctionnels, on va passer à l'examen général en cardio.